C'est maintenant. Alors, dans le cadre de la nuit de la lecture, la médiathèque Saint-Jean vous propose une conférence littéraire animée par Raphaël Laloux, historien, écrivain et autres, qui va nous parler d'Alice au pays des merveilles et de Peter Pan et de tout l'univers littéraire autour de ces deux œuvres. Commencer par ce qu'un critique littéraire français bien inspiré a appelé un créateur cousu d'enfance, Lewis Carroll. Connaissez-vous Charles Ludwig Dodgson? Né le 27 janvier 1832 à Daresbury, dans le centre-ouest de l'Angleterre et dans ce comté du Cheshire qu'il va rendre illustre grâce à un chat étanche, il est issu d'une de ces familles nombreuses typiques de l'Angleterre et assez aisées. C'est le premier garçon de 9 enfants dans un milieu religieux et très protégé, et ce fut un enfant particulièrement sensible, tout à fait timide, gaucher, et comme nombre des membres de sa famille, marqué par un tenace bégaiement. Quand, surmontant sa timidité, il se présentait, il disait « Charles Ludwig Dodgson ». Ça donnera d'ailleurs dans Alice au pays des merveilles, dont il est le créateur sous un autre nom, le fameux personnage du dodo. Il mourra à Guildford, chez une partie de ses sœurs, en janvier 1898, peu avant ses 66 ans. En littérature, ce grand timide connut une gloire qui allait le surprendre assez tôt, la trentaine franchie depuis quelques années seulement. Ce succès inattendu, il l'obtint donc en 1865 en publiant Alice au pays des merveilles, Alice in the Wonderland. Surtout, il le rencontra, ce succès, sous un autre nom, celui jouant et inversant ses deux prénoms soudain latinisés puis retraduits en anglais à nouveau par l'un de ses amis, et donc prenant le pseudonyme de Lewis Carroll. Pour distraire ses frères et ses sœurs, ce petit-fils d'évêque anglais, et pour aider aussi la vie paroissiale animée par son père, avait, dès son enfance, et sa 13e année déjà, c'était un enfant précoce comme le petit Mozart, créé des contes, des petits magazines de la vie communautaire et familiale, de la vie paroissiale, où il publiait des textes déjà brillants et originaux. Certains parodient Shakespeare et les personnages royaux de Hal, dans une pièce célèbre. Hal, c'est le futur Henri V, celui qui allait vaincre les Français à Azincourt. Et le texte de Lewis Carroll est plein d'humour et parodie les rapports de son père, du roi donc, et de son fils, à l'issue d'un rêve tout à fait étonnant et baroque. En recourant à une forme de rêve comique, logique et absurde à la fois. Ce sens de la logique et de l'absurde, Lewis Carroll l'aura tout au long de sa vie. Il sera d'ailleurs un très brillant professeur de mathématiques et de logique à Christ Church, à Oxford, mais il a fait de très solides études. Il y a d'ailleurs crevé d'ennui, que ce soit parmi des élèves et des garçons qui se moquaient de sa gaucherie, de sa timidité, de son côté bégayant, et en particulier parmi des professeurs qui n'ont pas toujours été très chaleureux avec lui. Cette passion, en revanche, qu'il a pour la logique, pour les mathématiques, pour les sciences, ne se démentira jamais. Et il va devenir aussi un passionné de littérature classique, un passionné de toute cette littérature anglaise si riche, si onirique et si rêveuse. Il va lire très vite dans son enfance. Il va donc devenir ensuite ce pensionnaire attristé à Richmond et à Rugby, et puis enfin un étudiant brillant à Oxford avant d'en devenir professeur. Il va passer l'essentiel de sa vie dans ce milieu universitaire d'Oxford, soit comme étudiant, soit comme professeur, entre 1851 et 1898, y enseignant d'ailleurs dès 1856 et jusqu'en 1881. C'est un personnage extrêmement étonnant, ce Charles Ludwig Dodgson, devenu Lewis Carroll, et
On a un peu oublié aujourd'hui son sens de l'humour, son esprit railleur. Le seul moment dans sa vie où il ne bégayait pas dramatiquement était celui où il s'adressait à de jeunes enfants, pas ses élèves en général, ça il le pétrifiait, mais il a bâti en somme non seulement cette Alice au pays des merveilles dont je vais vous parler tout à l'heure, mais aussi une œuvre de savant, de scientifique, de mathématicien, de logicien, un spécialiste des théories du mathématicien grec antique Euclide, mais ça donnera aussi des ouvrages scientifiques d'un ton assez ironique, détaché, souvent drôle, et il restera cette espèce de personnage extrêmement sensible, délicat, un grand gaillard timide d'1,83 m, habillé comme un clergyman. Il était d'ailleurs, pour pouvoir enseigner à Oxford, devenu diacre de l'Église d'Angleterre, mais il ne sera jamais prêtre et il restera aussi, c'était une des conditions de son enseignement, célibataire. Lui qui a vécu dans une famille nombreuse n'a donc jamais eu d'enfant, mais il a passé sa vie entouré d'enfants et notamment de petites filles. Et c'est pour certaines de ces petites filles, nous allons le voir, qu'il a créé le personnage fascinant d'Alice au pays des merveilles et tout ce monde délicieux, décalé, ironique, parfaitement renversé, d'une logique pourtant imparable, mais où tout se passe à l'envers d'un monde logique réel et adulte, qu'est donc le monde d'Alice au pays des merveilles et de ses suites et variations, par-delà le miroir, au-delà du miroir, et puis un certain nombre d'autres textes liés à Alice. Mais ce que je voudrais aussi vous faire comprendre, vous faire aussi bien mesurer, c'est qu'on a souvent de Lewis Carroll ou de Charles Dodson une vision, une idée assez fausse. On a fait de lui, de manière assez récente, mais il faut quand même tordre le cou à cette vilaine idée, on a fait de lui un personnage pervers, tournant autour des petites filles, les prenant en photo de manière nue et tout à fait détestable ou dans des poses équivoques. Ça n'est pas conforme à la réalité. Certes, Dodgson Carroll fut un brillant photographe, peut-être un des plus doués de sa génération dans cet art relativement récent, mais il a pris en photo sans doute plus de 3000 photos, dont il reste à peu près 1 millier d'exemplaires. Quelques-unes concernent effectivement des petites filles de son entourage, filles de ses amis, filles de ses relations, filles d'écrivains connus qu'il a aussi fréquentés, mais très peu sont dénudées. D'ailleurs, il demandait toujours l'avis à leurs parents. Et ensuite, la plus célèbre photo dont on a beaucoup usé, notamment d'une manière virale via Internet et divers réseaux sociaux, dont il faut quand même parfois se méfier, donc, est un montage truqué totalement honteux à partir de 2 photos différentes. Et donc, il faut se faire de Lewis Carroll ou du professeur Dodgson, qu'il était aussi, l'image d'un passionné, à la fois d'un passionné esthétique, d'un passionné de la beauté, d'un passionné de tout ce qui pouvait l'émouvoir ou le toucher. C'est vrai dans ses photos comme dans sa littérature, et c'est vrai dans les 2 carrières littéraires qu'il a menées de front, car on oublie beaucoup que Lewis Carroll n'est pas que Lewis Carroll. Il a certes créé Alice au pays des merveilles, il a certes poursuivi par Au-delà du miroir et ce qu'Alice y trouva, il a poursuivi aussi par une version pour Alice pour petits-enfants, Alice's Nursery, mais c'est une œuvre d'ailleurs qui est venue à lui un peu par accident, c'est une œuvre qu'il a improvisée pour de très petites filles de son entourage, qui étaient les filles d'un doyen d'Oxford où il enseignait, les sœurs Liddell, et c'est le résultat d'une formidable promenade réalisée en été 1862 au bord d'une rivière, dans une barque d'abord. Cette rivière s'appelle l'Isis, ça nous plonge presque dans l'Antiquité égyptienne, et cette rivière est le premier pas vers une excursion, faite d'ailleurs avec un autre de ses amis enseignants,
le révérend Duckworth, qui donnera le personnage du canard, Duck, dans Alice au Pays des Merveilles. Il faut bien se dire que dans Alice au Pays des Merveilles, beaucoup d'éléments qui paraissent totalement décalés, totalement charmants, totalement ironiques, totalement frivoles, un peu fous, avec cette originalité, cette forme d'humour et du non-sens typiquement britannique, viennent ces éléments de la vie même de Lewis Carroll. Mais il faut aussi se dire que ce grand timide n'envisageait pas au départ la publication. Le récit qu'il commence lors de cette promenade pour amuser les sœurs Liddell, les petites filles dont une certaine Alice, c'est un récit qu'il improvise à l'oral pour leur tenir compagnie, pour les amuser. Et le soir, en rentrant de l'excursion, plusieurs kilomètres, les sœurs Liddell lui disent « mais il faut mettre tout cela par écrit ». Et Lewis Carroll, l'éminent professeur Dodgson, le très discret professeur Dodgson, hésite beaucoup. Il met plusieurs mois, son journal, sa correspondance nous le révèle, il met plusieurs mois à réaliser la première mise par écrit de cette première œuvre fondamentale et romanesque majeure que va être Alice au Pays des Merveilles. Et il va très lentement s'y mettre, parce qu'en même temps, il publie tout un tas d'ouvrages scientifiques, des petits pamphlets aussi sur la vie universitaire d'Oxford, sur les réformes universitaires nécessaires, où il crée aussi des publications liées à des jeux mathématiques, des jeux d'esprit, des jeux de logique, et il mène les deux carrières de front. Et au fond, Alice n'est pas pour lui une priorité d'écrivain majeur au départ. C'est ce qui explique d'ailleurs que finalement, la première version qu'il soumet aux membres de la famille Liddell, c'est-à-dire aux parents et notamment à l'épouse du doyen Liddell, est mal reçue, et il en écrit à partir de 1864-65 une deuxième version qui va devenir le Alice au Pays des Merveilles que nous connaissons dans sa première manière, c'est-à-dire la première partie des aventures d'Alice, qui paraîtront le 3e anniversaire, en 1865, jour pour jour, de la fameuse promenade du 4 juillet 1862. Cette promenade inaugurale où Lewis Carroll improvise la première matière du récit d'Alice avec ce rêve d'une petite fille sur une pelouse anglaise qui s'endort auprès de sa sœur et qui, tout d'un coup, dans son rêve, voit un lapin blanc et le poursuit et tombe dans ce terrier. Il faut bien se dire aussi que cette idée de ce conte pour enfants n'est pas, à proprement parler, un conte pour enfants. L'enfance de Lewis Carroll a été certes protégée par ses parents, par sa famille, par ses sœurs, mais cet enfant timide, bégayant comme il n'était pas permis, à l'époque, dans la société anglaise, un peu guindée, un peu précise dans ses mots et qui comptait ses mots comme on compte ses sous, eh bien, cette forme de bégaiement, cette gaucherie, l'a tenue toute sa vie, dans son enfance et très tôt, comme beaucoup d'autres membres de la famille Dodgson. Et il a, en somme, souffert de cela toute sa vie, même si il a fait de cette forme de bégaiement une manière de jouer avec les mots, car c'est un formidable jongleur de mots dès ses 13 ans. Un certain nombre des petits essais familiaux dont je vous parlais au début de cette intervention ont été retrouvés et publiés posthumement, et même certains du vivant de Lewis Carroll encore, et on s'aperçoit déjà qu'il a cette forme de logique un peu paradoxale, cette forme à la fois mathématique et verbale tout à fait ingénieuse. Et très tôt dans les variations d'Alice, que ce soit la première partie en 1865 d'Alice au Pays des Merveilles, ou bien à partir de 1871-72, Au-delà du miroir et ce qu'Alice y trouva, on assiste à l'usage de puissants calembours,
on assiste à l'usage et à ces jeux de langue avec l'anglais tout à fait particuliers, et on assiste à la création d'un concept carolien tout à fait singulier et qui a beaucoup servi les écrivains par la suite, qui est le concept des mots valises. Les mots valises, c'est très difficile à rendre en français, les différents traducteurs ont essayé, mais ça donne quelquefois des essais poétiques assez charmants, mais c'est le mélange de plusieurs mots anglais, 2 ou 3 mots parfois, pour n'en former qu'un seul qui a un sens très particulier. Alors, Lewis Carroll, au fil de son œuvre, va jouer énormément avec ça, notamment surtout dans Alice, deuxième partie, c'est-à-dire Au-delà du miroir, mais également dans un conte poétique tout à fait étrange, avec un monstre insaisissable et des personnages qui tiennent du monde animalier et du monde humain. C'est La chasse au snark, qui sort après les 2 premières variations d'Alice en 1876. Ça va donner un conte poétique tout à fait étrange, absolument pas résumable, donc je me garderai bien de le faire. Je vous signale d'ailleurs qu'il est tout à fait trouvable en français, notamment dans 2 traductions différentes, dont l'une de Louis Aragon et l'autre de Jacques Roubaud, qui sont tout à fait étonnantes et qui donnent des trouvailles verbales très étranges. Mais je vous ai dit que Lewis Carroll était né dans le Cheshire, et bien sûr, ça vous fait irrésistiblement penser, dans Alice au pays des merveilles, au chat merveilleux et inquiétant, au fameux chat du Cheshire, sentencieux et verbeux au possible, qui devient illustre et immortel grâce à Lewis Carroll. Mais le Cheshire, pratiquement, il n'y a presque plus remis les pieds, parce que dans sa jeunesse, et pendant une vingtaine d'années, la famille Dodgson va être obligée, pour des raisons paroissiales, le père étant un prédicateur, de s'installer dans le Yorkshire. De là, ensuite, il va vivre, comme vous le savez, comme élève, puis comme enseignant à Oxford, et donc ce Cheshire original, lié à ses premières années d'enfance heureuses et familiales, il l'a perdu. Il faut bien mesurer cela, car le monde de Lewis Carroll est un monde perdu qu'il ne cesse d'essayer de retrouver, une nostalgie de l'enfance protégée et sensible, avec une famille très aimante et qui l'encadrait beaucoup, ses frères et ses sœurs, vraiment beaucoup, ils étaient 9 tout de même, les frères et sœurs, et lui était le premier garçon et le 3e enfant, donc il a veillé beaucoup sur eux aussi, mais c'était un homme tout à fait particulier, et on n'a pas très bien mesuré, très bien compris cet esprit tout à fait original. On a cru complètement que Alice au pays des merveilles, que même La chasse au snark, que ensuite le cycle romanesque final de Sylvie et Bruno, par exemple, n'étaient que des récits pour enfants. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce sont des récits particulièrement vivants, particulièrement importants, mais ce sont des récits qui révolutionne singulièrement, et en particulier la 3e partie de son œuvre, c'est-à-dire ce monument en plusieurs romans qui va de la fin des années 1880-1889 à peu près, jusqu'en 1893, et qui est l'évolution du cycle des aventures de Sylvie et Bruno, qui a ceci de particulier dans le domaine du thème général lié au rêve, et à la lecture, qui est celui dans le cadre duquel s'inscrit cette conférence, que si Alice vivait pleinement dans un rêve tout au long du premier volume d'Alice au pays des merveilles, et même dans la suite, par-delà le miroir, d'une manière plus inquiétante, plus angoissante, avec, contrairement au premier volume des aventures d'Alice, davantage d'objets menaçants. Eh bien, Sylvie et Bruno est un récit où, au fond, les personnages du rêve finissent par arriver dans la réalité.
Et c'est un procédé littéraire assez nouveau dans l'Angleterre de l'époque, quand Lewis Carroll le lance, c'est-à-dire lancer comme héros de roman des jeunes gens qui sortent d'un rêve et qui, tout d'un coup, s'intègrent pleinement à la réalité de la vie de l'auteur. C'est une révolution dont on n'avait pas tout à fait l'habitude, et c'est une révolution aussi dans l'organisation verbale, dans l'organisation stylistique, qui, là aussi, avec l'usage des mots valises, ça le reprend toujours, et c'est un usage qui va durer jusqu'à Virginia Woolf parfois, jusqu'à James Barrie par ailleurs, jusqu'à enfin le grand entre tous, qui est l'auteur de Finnegan's Wake et d'Ulysse, James Joyce.